Un sujet avec un enjeu tout aussi important, c'est le fait de bien vieillir. Et à cette occasion, nous sommes avec Petit-Fils. Je vais vous présenter. Alors Mathilde Humbert, vous êtes directrice d'agence à Saint-Just-Saint-Rambert. Et Julien Chabriol, vous êtes directeur d'agence à Roanne. Alors il y a plein de manières de bien vieillir, mais j'aimerais que vous présentiez un peu votre façon, votre philosophie de voir le fait de bien vieillir à domicile. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, on va vous présenter un petit peu l'état d'esprit de Petit-Fils, comment on aborde l'aide à domicile. On est spécialisé dans l'accompagnement des personnes âgées et des personnes en perte d'autonomie pour faire en sorte qu'elles restent le plus longtemps possible dans les meilleures conditions possibles chez elles, ce qui est un vrai enjeu de société aujourd'hui. Pourquoi on est présent à la Journée de la Santé? On est persuadé que notre métier, même si nous ne sommes pas des soignants, il contribue à maintenir ces gens au moins, alors, on ne les soigne pas, mais d'être bien accompagnés au domicile, ça contribue aussi à un bien-être et c'est très complémentaire des soins qu'ils peuvent avoir. Donc on travaille de manière complémentaire avec les infirmiers à domicile, les aides-soignantes, avec des prescripteurs médicaux dans le cadre de retour d'hospitalisation, histoire qu'une personne âgée se sente bien chez elle et c'est très favorable pour le quotidien de ces personnes-là. On enchaîne directement sur la présentation sur l'écran. Ah, c'est moi. Oui, il y a la petite télécommande. Désolé, petit problème de timing. Donc voilà, la philosophie du réseau Petit-Fils. Donc nous sommes 5 agences dans la Loire, 2 à Saint-Étienne, Saint-Chamond, Saint-Just-Saint-Rambert et Roanne. C'est de prendre en charge nos bénéficiaires comme si c'était pour nos propres grands-parents. Donc c'est-à-dire qu'on va être impliqué de manière très importante avec les auxiliaires de vie qui interviennent et auprès des familles pour vraiment évaluer au plus juste les besoins de la personne, pour vraiment respecter ce qu'elle attend de son aide à domicile. Mathilde va vous expliquer un petit peu, nous, comment on aborde le sujet de l'aide à domicile. Bonjour, je ne vous ai pas salué. Alors oui, comme disait Julien, la perte d'autonomie, on n'a pas très envie de la voir venir. Nous, souvent, on se rend compte, quand on vient en évaluation à domicile, qu'on renvoie cette image de perte d'autonomie. Néanmoins, elle peut arriver brutalement ou tout doucement. Et le mieux, c'est de l'anticiper. Alors, c'est ce qu'on voulait évoquer aussi avec vous aujourd'hui. C'est que d'abord, c'est de se renseigner sur les possibilités, puisque certains ont la volonté de rester à domicile, d'autres se trouveront très bien en structure. Et il existe des tas de structures différentes, qui sont des colocations ou encore les établissements, les EHPAD, des résidences autonomie. Il y a plein de formules qui peuvent être adaptées à l'un ou à l'autre, et on est tous différents à ce sujet-là. Et ce qui est bien, c'est d'en informer ses proches, puisque j'entendais un monsieur qui parlait d'Alzheimer tout à l'heure, mais en effet, il y a des troubles cognitifs qui permettent à un moment donné, enfin qui ne permettent plus justement de donner son avis et de dire ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Voilà. Et ça, c'est important pour bien vieillir et vieillir dignement, suivant ses volontés. Ses volontés à soi, les volontés d'un couple, voilà, c'est important d'en parler à ses voisins, à ses proches, à ses enfants, peu importe. Et d'anticiper, alors quand on parle de budget, c'est surtout de voir ce qu'il est possible, les aides qui existent. Et nous, on voit trop souvent des familles qui arrivent tardivement à monter un dossier avec le département, par exemple, parce que c'est très souvent ces aides-là, et ça met un temps quand même, parce qu'il faut laisser l'administration faire son travail et étudier, le médecin donner son avis, etc. Et du coup, ça donne un petit peu d'inertie au projet. Et c'est vrai que plus on l'anticipe, mieux on a ses réponses et les bonnes réponses. Voilà. L'urgence est toujours un petit peu compliquée dans les situations qu'on peut avoir à gérer. Donc, un petit focus très rapide sur Petit-Fils. On est 270 agences en France aujourd'hui. Donc, on est très bien représenté en Auvergne-Rhône-Alpes avec plus de 20 agences. Mais voilà, si vous avez des membres de votre famille qui ne sont pas dans la région de Saint-Étienne ou de la Loire, on peut répondre sur une grande partie du territoire avec tous la même philosophie, la même recette d'accompagnement de l'aide à la personne. Donc, les 5 agences dans la Loire, je vous en ai parlé, je ne vais pas m'attarder là-dessus.
C'est quoi l'aide à domicile? Comme je vous ai dit en introduction, nous ne sommes pas des soignants. Donc on intervient, nous, sur l'accompagnement du quotidien, à savoir l'aide à l'autonomie, ça va être l'aide au lever, l'aide au coucher, l'aide à la toilette, l'aide à la prise des repas. On fait également des présences de nuit. On peut avoir des familles qui nous consultent en disant on se fait un peu du souci pour papy, la nuit il a tendance à se lever, mais la dernière fois il a fait une chute. On serait rassuré d'avoir quelqu'un qui reste à la maison. On fait ce qu'on appelle l'aide à la vie quotidienne. L'accompagnement aux courses, l'aide aux courses, la préparation des repas, l'accompagnement à des rendez-vous extérieurs. Ce qu'on appelle l'accompagné vie sociale. De nombreuses familles nous appellent en disant ma maman, elle allait régulièrement au club de loisirs de son quartier, puis elle y va de moins en moins, elle n'a plus envie de sortir, elle ne s'intéresse plus à rien, etc. Donc une présence régulière pour faire des activités ludiques, des jeux, de la lecture, n'importe quelle activité qui puisse stimuler la personne âgée. Et l'assistance administrative, on l'a mentionné, c'est une offre plus ponctuelle. On peut avoir certaines personnes âgées qui se laissent un peu dépasser, déborder par le courrier qu'elles reçoivent, les différentes formalités. On peut les accompagner aussi pour remettre un peu d'ordre là-dedans, toujours en lien avec les familles, puisqu'on n'a aucune autorisation légale de signer quoi que ce soit à leur place, mais ça permet des fois d'alerter les familles sur des situations administratives qui pourraient un peu déborder. Je me permets, je voudrais juste rajouter une chose là-dessus, c'est qu'il y a une liste évidemment de choses qui sont autorisées sur le métier d'auxiliaire de vie, que ce soit chez Petit-Fils ou ailleurs, c'est la même règle pour tout le monde. Surtout, ce qu'il faut noter, c'est que quand on est en perte d'autonomie, il y a des choses qu'on ne fait plus parce qu'on ne peut plus le faire, parce qu'on n'a plus la mobilité pour le faire, ou plus la capacité à le faire. Mais pour continuer à vivre avec quelqu'un qui le fait à votre place ou en vous accompagnant, nous, quand on vient faire, ça peut être de l'entretien du logement, hein, tout bêtement, on fait participer pour faire le lit. On fait participer pour ranger le placard, pour trier, etc. Et on vient comme ça stimuler et continuer à avoir le quotidien qu'on a toujours eu. Et puis, on continue à faire participer quand c'est possible. Voilà, puisque les prises en charge, hein, vous imaginez qu'elles peuvent être sur un tout début perte d'autonomie et puis jusqu'à un maintien au domicile avant une hospitalisation et après une entrée en EHPAD. Donc, c'est très varié et c'est toujours en fonction de la personne qui nécessite d'être aidée. Un point essentiel qui est commun à toutes les agences du réseau Petit-Fils, c'est qu'on s'attache à ce que l'intervenant, la personne qui va intervenir auprès du bénéficiaire, soit toujours la même personne. Vous avez dans votre entourage certainement des personnes âgées que vous connaissez et qui souvent font part d'une insatisfaction, c'est « je ne sais pas qui va venir demain, c'est jamais la même personne », etc. Le modèle qu'on a choisi chez Petit-Fils, c'est que l'auxiliaire de vie, l'intervenant à domicile, est un professionnel de l'aide à domicile. C'est-à-dire qu'on l'a sélectionné avec rigueur et ça sera toujours la même personne. Sauf évidemment si elle part en congé ou si elle tombe malade, mais elle est liée par un contrat avec son bénéficiaire. Ça permet de créer un lien de confiance. L'auxiliaire de vie, l'intervenant, connaît parfaitement les habitudes de son bénéficiaire et son bénéficiaire connaît son auxiliaire de vie. Ça rassure les familles de savoir que c'est toujours la même personne. Et nous, notre rôle, c'est d'être le garant que ça fonctionne bien. Donc, une fois qu'un couple bénéficiaire et auxiliaire de vie a été présenté, notre rôle, nous, c'est de s'assurer que les deux personnes s'entendent bien et que les besoins sont satisfaits. Mais on ira droit dans le mur si on ferme les yeux, qu'on ne voit rien et qu'on ne suit pas la relation entre elles. Et ça, c'est hyper important et c'est une des clés du succès de Petit-Fils, c'est que les personnes âgées savent qui va venir chez elles. On est sur la journée de la santé, donc on a vu des spécialistes médicaux, on a vu des infirmiers, on a vu des partenaires divers et variés. Nous, on aime travailler avec ces gens-là, on est complémentaires. Lorsque une assistante sociale d'un service hospitalier prend contact avec nous en nous parlant d'un monsieur qui va sortir ou d'une dame qui va sortir d'hôpital en disant il va rentrer chez lui, mais là les conditions de retour à domicile sont un peu incertaines, est-ce que vous avez la capacité de leur proposer quelque chose rapidement? On essaye en 24 heures de donner une réponse. Ça, c'est une vraie force de Petit-Fils, c'est d'essayer de décharger au maximum la famille de toute cette recherche, etc. Être réactif dans les urgences, notamment dans le cas des sorties d'hospitalisation, ça rassure des familles. Oui, papa peut sortir, mais on n'a rien de prévu. La sortie d'hospitalisation est conditionnée à la mise en place d'une aide à domicile.
Ça, c'est une vraie force chez Petit-Fils, c'est qu'on a cette capacité à dire oui ou à dire non, parce que des fois, quand on n'a pas la ressource humaine, on peut pas être des magiciens, mais de dire de manière très transparente, on est capable de le faire, ce qui permet aussi avec des équipes de soignants, des équipes médicales, de travailler en confiance et de se dire, on a un patient qui quitte notre établissement, on est serein, il va bien être pris en charge, bien accompagné. Mathilde, je te laisse leur expliquer comment on fonctionne. Alors, comme on disait tout à l'heure, lorsqu'il y a un besoin, si c'est déjà arrivé à certains d'entre vous, vous cherchez sur Internet ou l'assistante sociale de votre commune vous donne une liste des agences qui peuvent intervenir à domicile. Donc, vous allez, pour certains, aller sur Internet, vous allez appeler l'agence et ensuite, avant toute chose, dans notre cas, en tout cas, on se déplace à domicile, c'est gratuit, on se rencontre, on échange sur le besoin. Parce que vous êtes parti sur une prise en charge tous les midis et finalement, il s'avère que c'est plus logique de venir en début d'après-midi ou c'est plus adapté, etc. Donc, on va s'adapter à la demande et on va regarder ensemble toutes les modalités. Suite à ça, nous, on va sélectionner l'auxiliaire de vie ou les auxiliaires de vie. Évidemment, si on est sur une prise en charge tous les jours, il faut qu'elles aient leur jour de repos, donc il y en aura une ou plusieurs. Et là, on va les sélectionner en fonction de leur lieu d'habitation et du vôtre, et ensuite en fonction de son planning à elle. Et on va aussi regarder la partie tempérament. Est-ce que je pense que cette personne-là sera, comme disait Julien tout à l'heure, adaptée aux besoins. Quand on a besoin de quelqu'un de calme, si on vous met une auxiliaire de vie très dynamique, ça va coincer. On le sait, donc on peut essayer, mais voilà, il y a toujours un mois pour essayer, pour tester, pour que l'un ou l'autre voit si tout lui convient. Suite à ça, nous, on va démarrer les prestations et puis on va vous suivre. On va vous appeler. Comment ça va? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça répond à vos attentes? Et on va appeler l'auxiliaire de vie. Est-ce que l'intervention vous plaît? Est-ce que vous êtes bien dans votre travail? Est-ce que, bon, parfois il peut y avoir des surprises, hein. On nous attendait pour quelque chose, puis finalement on nous demande autre chose. Donc on vient là pour adapter et puis pour que tout se passe bien. Après, tout peut évoluer au niveau des horaires aussi, parce que parfois on démarre avec 2 heures par semaine, puis on s'aperçoit que 3-4 fois par semaine serait préférable, ou l'inverse. Et là, on va pouvoir s'adapter d'une semaine à l'autre. Ça, c'est important de le savoir. Tout n'est pas figé dans le temps, dans le marbre. Tout peut être évolutif. Dans le fonctionnement de Petit-Fils, il est primordial de très bien connaître les intervenants avec qui on va collaborer. Donc, ce que disait Mathilde, moi, je suis le responsable de l'agence de Roanne. J'ai une auxiliaire de vie d'origine italienne, très exubérante, qui adore la cuisine, qui adore parler italien. Et qui n'est pas du tout manuel. Et j'ai une dame qu'on accompagne qui adore les activités manuelles, le crochet, etc. Voilà. Je suis allé sélectionner une auxiliaire de vie qui m'avait fait part qu'elle adorait les activités manuelles, alors que mon auxiliaire de vie italienne habitait à peine 3 km de chez la personne. Mais ça ne l'aurait pas fait. Et là, on a une dame qui fait 2 après-midi de crochet par semaine, qui a retrouvé le sourire, qui a repris goût à faire un peu d'activité. Voilà. C'est très, très important que la confiance entre l'auxiliaire de vie et son bénéficiaire soit établie. C'est une des clés de la réussite dans l'accompagnement d'une personne âgée pour qu'elle se sente bien chez elle. Les auxiliaires de vie qu'on sélectionne, Mathilde, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, Mathilde va vous expliquer nos critères de sélection qui sont des piliers fondateurs du réseau Petit-Fils. Alors, ce sont des piliers fondateurs de Petit-Fils, mais c'est aussi ce qui fait notre agrément. Nous avons un agrément, chaque agence a un agrément par le département. Et dans nos obligations, les auxiliaires de vie sont diplômés, elles sont formées et elles ont une expérience auprès des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite. Alors parfois, on peut avoir des auxiliaires de vie ou d'autres personnes qui n'ont pas de diplôme et qui nous disent « Non mais pour faire le ménage, bon, je devrais y arriver ». C'est pas notre métier, faire le ménage. On vous l'a dit tout à l'heure, on vient accompagner les gestes du quotidien. Mais dans les gestes du quotidien, il y a de vrais gestes techniques. Les auxiliaires de vie, quand elles mobilisent une personne qui est dans un lit médicalisé, elles ne le font pas n'importe comment, elles sont formées. On ne déplace pas une personne ayant des douleurs de n'importe quelle manière. On ne fait pas une toilette de n'importe quelle manière. Et pour que ce soit bien fait et que la personne se sente à l'aise, ce diplôme et cette expérience, elle est primordiale. En plus de ça, nous, on valide aussi un savoir-être, de la ponctualité, de la bienveillance. Et tout ça, c'est très important pour nous et on est extrêmement sélectif. Donc, on vérifie des références auprès d'anciens employeurs,
en transparence avec les auxiliaires de vie, on leur demande qui peut-on appeler, on regarde avec elles, mais en tout cas on le fait. Et ça c'est important pour nos bénéficiaires. Il y a toujours un extrait de casier judiciaire, ça c'est dans toutes les agences pareil, on vient justifier d'avoir un casier vierge. Et donc l'entretien individuel dure 1 heure, c'est pour ça que sur 50 CV que l'on reçoit, on valide à peu près 5 personnes uniquement. La formation professionnelle, c'est une chose, l'expérience, c'est d'autant plus important. Intervenir auprès d'une personne âgée qui a des troubles cognitifs, ça peut être très difficile. S'il y a des aidants parmi vous qui côtoient des personnes âgées qui ont des troubles Alzheimer, ça peut être vraiment déstabilisant au quotidien, fatigant, etc. Donc avoir des auxiliaires de vie qui ont l'habitude de ces pathologies liées au grand âge, croyez-moi, c'est un vrai gage de réussite, plutôt que de mettre une personne qui penserait « mais oui, je sais faire, forcément, c'est facile ». Non, ce n'est pas un métier facile, l'aide à domicile, et c'est un métier pour lequel on se bat au quotidien pour le faire reconnaître et le faire monter en compétences. C'est un vrai enjeu pour l'avenir. La population française vieillit et on a de plus en plus de centenaires et on va avoir de plus en plus de personnes avec des pathologies. Donc il va falloir apprendre à composer au quotidien avec elles et chez elles, puisque c'est un vrai souhait aussi de pouvoir rester chez soi. Très rapidement, les conditions de travail des auxiliaires de vie, on essaye nous de les mettre dans de bonnes conditions d'intervention. Elles sont rares, donc si on ne les considère pas dans leur travail, elles partiront. Donc chez Petit-Fils, lorsqu'elles sont chez un bénéficiaire, elles ont un contrat de travail à durée indéterminée, même si on sait qu'avec une personne âgée, il peut y avoir des aléas, hospitalisation, EHPAD, etc. Elles interviennent chez les mêmes familles. C'est bien plus intéressant de se dire « je sais cette semaine que je vais aller chez Suzanne, Ginette et Jean-Pierre » plutôt que de découvrir un planning sans connaître les gens chez qui on va aller. On intervient au minimum 2 heures. Pourquoi? Parce qu'on estime que des interventions d'aide à domicile, 1 demi-heure, c'est pas qualitatif, c'est bousculer une personne âgée, c'est ne pas avoir le temps de faire les gestes correctement. 1 heure, ça peut se faire, mais quand l'auxiliaire de vie a 20 minutes de voiture, 20 minutes aller, 20 minutes retour, elle a passé quasiment autant de temps dans sa voiture que chez le bénéficiaire. Donc à un moment, elle va se dire je passe plus de temps à faire des transports que d'être chez les gens. Donc on optimise leur planning, on fait attention à leur disponibilité. En respectant la qualité de vie, les contraintes d'une auxiliaire de vie, croyez-moi que quand elle va au travail, elle y va avec le sourire, la volonté de bien faire son boulot parce qu'elle se sait considérer en parallèle. Et ça, il n'y a aucun problème. Je vous dis, quand on est attentif à leurs conditions d'intervention, elles font très bien leur travail. Et la rémunération est attractive. On a une politique de rémunération supérieure en général à ce que font nos concurrents. On participe à leurs frais de transport. Et on a, au-delà de cette dimension purement pécuniaire, un accompagnement psychologique 24 heures sur 24, différents avantages qu'on leur propose. Parce qu'une auxiliaire de vie qui perd un bénéficiaire, elle peut être, comme tout le monde, triste, un peu bousculée. Et là, elle a besoin d'être soutenue psychologiquement. Et ça, on sait très bien le faire. Et on a un service dédié à ça. On voulait finir avec cette slide-là pour rappeler le schéma. On parlait tout à l'heure du coup d'anticiper et de comprendre quel est le schéma. Parce que quand il y a la perte d'autonomie ou l'hospitalisation ou un retour d'hospitalisation d'un proche, par quel bout je prends les choses, qui peut m'aider, qui peut me renseigner, quel organisme est disponible pour moi. Alors, on a différents acteurs. On a d'abord les accompagnements donc pour les aidants. Évidemment, il existe des filières sur la Loire. Il y a plusieurs filières personnes âgées qui ont des ateliers pour les aidants. Donc nous, parfois, on vient en relayage auprès de la personne à aider et l'aidant peut sortir, prendre du temps pour lui. Alors, ça peut être du yoga, des ateliers en tout genre. En tout cas, ça existe. Ces filières-là peuvent aussi aider à rediriger, à trouver des solutions pour le maintien à domicile. Ensuite, il y a des professionnels du secteur social, c'est-à-dire toutes les assistants, les assistantes sociales, que ce soit à l'hôpital ou on en parlait tout à l'heure dans les CCAS des différentes communes qui peuvent aussi vous diriger, vous orienter. Le département, évidemment. Et après, nous, on a beaucoup d'interlocuteurs qui sont les intervenants, les libéraux, hein, donc les médecins, les infirmiers, qui savent aussi détecter quand il y a un besoin ou voilà, accompagner et donner les coordonnées, en tout cas faire le lien.
Et après, on est souvent amené à échanger avec les structures, donc, dont on parlait tout à l'heure. Et alors, quand on vous donne ces gros mots de SAD, de SIAD, etc., ce sont les services d'aide à domicile et les services d'aide et d'infirmiers à domicile. Voilà. Toutes ces structures-là, pardon, c'est un schéma très compliqué à comprendre, mais en tout cas, tout le monde est là pour coordonner et pour faire le lien. Mais il faut toujours savoir un petit peu qui sont les acteurs en local dans vos communes. Les agences Petit-Fils, nous, on est convaincus qu'on fait partie de cette myriade d'acteurs. On ne veut pas être concurrent avec eux, ni leur tourner le dos. On échange régulièrement avec tous ces acteurs-là, parce que plus on connaît les compétences et le métier des uns et des autres, et plus on peut proposer les meilleures solutions possibles. On peut avoir des familles qui envisagent de l'aide à domicile, mais pour diverses raisons, c'est pas possible. Donc ça sera plutôt de les orienter sur un EHPAD ou une résidence autonomie. On a des infirmiers qui connaissent très bien nos aînés et qui à un moment vont commencer à alerter la famille en disant « Là, moi, quand j'arrive le matin, je vois des choses qui commencent à m'inquiéter et ils peuvent nous mettre en relation. » Et là, effectivement, ça aussi, c'est plutôt rassurant pour les familles de dire « Tiens, mon infirmier, il m'a quand même tenu au courant de la situation de mes parents et aujourd'hui, on a pu faire un peu plus. » Donc voilà, on fait partie de ce paysage-là. Donc on est ouvert à discuter avec toutes ces personnes-là pour, au final, trouver la meilleure solution possible pour les personnes qui nous ont contactés. Il y a des familles avec qui on n'aura pas pu trouver de solution, mais si on les a orientés vers le bon interlocuteur, nous, c'est un gage de satisfaction. C'est compliqué d'être aidant, parfois, donc pouvoir leur donner les bons contacts et leur ouvrir les bonnes portes, c'est toujours très rassurant. Si on devait terminer avant de poser des questions, Petit-Fils, vraiment ce qui nous anime, c'est d'exercer notre métier avec professionnalisme et dans l'esprit d'une famille. Et si on entretient ça au quotidien, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Je vous remercie de votre attention et on est disposé à répondre à toutes vos questions. Oui, merci pour cette présentation complète. Je vois qu'il y a déjà une main qui se lève. Je viens vers vous. Pardon, excusez-moi, c'est pas grave. Allez-y. Bonjour. Quelles sont leurs compétences dans les soins et notamment la surveillance d'une perfusion de confort la nuit? Alors, ce qu'on disait sur les soins, nous ne sommes pas des soignants. Donc, si on a une personne qui a des soins médicaux, on va vraiment être, nous, en surveillance. On ne va pas être habilité à changer une perfusion ou des choses comme ça. Donc, là, ça relève de la compétence de l'aide-soignante ou de l'infirmier. Donc, une auxiliaire de vie sait quelle est la limite à ne pas franchir. L'auxiliaire de vie qui passe la nuit et il y a une perfusion de confort, comme on appelle. Une perfusion qu'on met la nuit lorsqu'on a un cancer, qui est simplement branché ici et qui est à surveiller quand même pour que ça ne passe pas à côté. Qui surveille cette perfusion? L'auxiliaire de vie. Alors, l'auxiliaire de vie, elle la manipulera pas, elle surveillera. Si elle doit signaler qu'il y a quelque chose qui lui semble anormal, là, soit elle fait. Alors, si c'est vraiment urgence, elle appellera. Voilà. Et on lui donne, et l'infirmier ou le médecin en astreinte doit intervenir. Mais normalement, c'est pas un geste. Nous, ce qu'on recommande à ce moment. Non, mais là, je pense que c'est une situation que vous avez vécue. Voilà. Nous, ce qu'on recommande là, c'est avant d'envoyer une auxiliaire de vie sur ce type de mission, là, la meilleure des choses à faire, c'est de se faire rencontrer l'équipe soignante avec l'auxiliaire de vie pour bien clarifier la procédure. Parce que ça ne s'est pas passé là. Voilà. C'est pour ça que je vous ai entendu, j'ai entendu votre discours, voilà. Mais là il s'est passé quelque chose et c'est pour ça que je vous disais quelle est sa compétence. Voilà. Moi, à titre personnel, j'ai rarement eu encore des situations où alors on a des soignants qui se croisent, les infirmiers régulièrement croisent les auxiliaires de vie. Sur ce cas où on a médicalisé un peu la personne à son domicile, là, moi, je recommande clairement une petite rencontre au préalable pour vraiment être sûr que l'auxiliaire de vie connaisse la procédure. Qui n'est pas passé toute la nuit, qui a gonflé comme ça. Non, le médecin ne se déplacera pas la nuit, non. Voilà, enfin, il n'y a pas eu d'information. Voilà, c'est pour ça que je dis quelle est sa compétence et jusqu'où on peut aller. Là, nous, en cas d'urgence, à un moment, ça relève du secours à personne, donc c'est. Ah, je sais que c'est inconfortable, mais il vaut mieux que ce soit des soignants ou des secouristes qui aient pris les gestes et les décisions qu'on vous laisse en danger au domicile ou dans une situation qui pourrait être lourde de conséquences.
Est-ce que- La manipulation de quelqu'un qui risque un cancer des os, là aussi, c'est votre compétence. Alors, la toilette au lit, normalement, c'est un acte de soin. Ça relève la compétence des soignants. Aujourd'hui, la réalité, voilà. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il n'y a plus d'infirmiers ou de moins en moins d'infirmiers qui. Non. Donc aujourd'hui, nous, à un moment, quand une situation devient très techniquement compliquée au domicile, c'est de notre rôle de faire un point avec la famille en disant là, on pense que le maintien à domicile devient à ses limites. Et enfin, il y a une réalité qui est le souhait de la famille. Je ne veux pas entendre parler d'EHPAD, je ne veux pas entendre parler d'hospitalisation, je veux que papa ou maman soient à la maison. Et on a la réalité d'une auxiliaire de vie qui va être confrontée au quotidien avec cette personne et qui à un moment va nous dire moi, techniquement, là, c'est plus ma responsabilité ou les gestes sont trop difficiles à faire seul. Donc là, ça nécessite de réorganiser l'aide. Soit on arrive à coordonner la présence de l'auxiliaire de vie en présence de l'infirmière et on va faire les gestes à deux, ou en présence d'une aide-soignante à domicile. Mais il faut un moment, tout ce qui va relever du médical doit se faire sous la responsabilité d'un soignant. Et ça, mais je sais que c'est le monde des bisounours. Hein. En tout, voilà. Voilà. Moi, aujourd'hui, je suis actuellement, on accompagne un monsieur où son état de santé se dégrade. On a une aide-soignante maintenant qui vient au domicile de ce monsieur et elle croise l'auxiliaire de vie. Et pendant une demi-heure, eh ben, c'est un binôme là, qui va travailler ensemble sur des gestes qui deviennent techniquement... Moi, je suis soignante et je suis choquée par tout ça. C'est pour ça que compétence, je me demande où ça s'arrête. J'aimerais bien voir la liaison. Bah là, il faut toujours que l'auxiliaire de vie pose la question, soit à sa direction, évidemment en premier lieu, pour caler les choses. Ce que disait Julien, c'est qu'il faut... il y a des limites. Il y a des limites, mais il faut que tout le monde connaisse les limites et que ce soit bien coordonné. Mais nous, dans l'entretien de sélection, que l'on fait, on vous dit qu'on garde 10% des candidatures. Ça fait partie des questions qu'on pose. Qu'est-ce que vous faites ? Quelle est la limite d'une auxiliaire de vie ? Est-ce que tel geste peut être fait par une auxiliaire de vie ? Tel geste qui est responsable de ces actes-là ? Mais je vous rejoins. Je sais que malheureusement, mais on a beaucoup aussi d'auxiliaires de vie qui sont un peu livrées à elles-mêmes et qui voilà. Et là, on a et c'est un métier où on a vraiment beaucoup à faire. C'est encore de mieux les accompagner, soit en les faisant monter en compétences. Et moi, je plaide à titre personnel pour ça. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir leur proposer, je sais pas, une fois, deux fois par an, des formations avec des soignants sur des gestes essentiels qui pourraient soulager des soignants qui n'ont plus le temps ou qui ont moins de temps à accorder aux patients au domicile pour que ça puisse être le plus rassurant pour tout le monde. Notamment la nuit. Je suis choquée la nuit parce que votre personnel agit en tant que soignant. C'est-à-dire alors, attendez, mon personnel, voilà. Donc, je pense que la relation avec la famille n'est pas suffisante. Voilà, je ne connais pas la situation particulière. Après, les nuits, c'est jamais des interventions simples. Donc, je vous laisserai peut-être évoquer le sujet un peu plus tard parce qu'il y a peut-être d'autres d'autres questions. S'il y a peut-être d'autres questions dans le public. Monsieur. Vous semblez présenter un service de qualité. Il y a peut-être des personnes qui ne pourront pas se le payer. Est-ce que votre coût est supérieur à celui de vos agences ? Alors, le coût des services de petit-fils est un peu supérieur à certaines agences. De fait, 2 points essentiels. Nous, on a fait le choix de mieux rémunérer nos auxiliaires de vie. Donc, forcément, ça a un impact. Ensuite, en ce qui concerne les aides financières, on est éligible au crédit d'impôt et on est éligible à l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, qui est une aide financière. Il y a un choix politique en France qui est que le modèle mandataire, donc ce qui est le choix de petit-fils, est moins financé par l'APA que le mode prestataire. C'est-à-dire qu'un bénéficiaire qui a l'APA, s'il choisit de passer avec une structure petit-fils, son APA est imputé de 30%. Ça peut avoir un impact financier sur des ressources. Ça, nous, on est très transparent. On sait que malheureusement, notre modèle, il ne peut pas s'appliquer à toutes les familles. J'en vois quotidiennement des familles qui voudraient faire appel à petit-fils et qui ne peuvent se financer que 30 minutes ou 1 heure. Voilà. Là, c'est des choses que je ne maîtrise pas. Nous, on se bat pour que l'APA en mode mandataire soit équitable, que ce soit en prestataire ou en mandataire. C'est-à-dire qu'un bénéficiaire qui serait accompagné par une association dont il n'est pas satisfait, souvent, il dit « mais je ne peux pas quitter l'association parce que mon APA va diminuer ». Là, c'est des choix politiques, malheureusement, sur lesquels on n'a pas la main. On défend notre point de vue, mais là, il faut en parler à nos députés, à nos élus.
Une dernière question, et puis après, on devra arrêter la conférence. Madame. Quelle différence entre mandataire et prestataire? Et pourquoi il y a moins 30%? Alors, Mathilde va vous répondre la différence entre le mandataire et le prestataire. Le prestataire, c'est une agence qui emploie ses auxiliaires de vie et qui va les dispatcher par des plannings chez ses bénéficiaires. Le système mandataire, c'est que le bénéficiaire nous appelle, nous sommes mandatés par le bénéficiaire pour gérer son ou ses auxiliaires de vie, puisque c'est un contrat qu'il y a entre l'auxiliaire de vie et le bénéficiaire. C'est donc le bénéficiaire qui est particulier employeur. Voilà, d'où le fait que ce soit toujours la même personne, parce qu'il y a un contrat qui les lie. Mais nous sommes mandatés pour gérer toute la partie administrative, légale, versement de paye, bulletin de paye, etc. On décharge nos bénéficiaires de cette partie-là. Voilà. Et Petit-Fils a choisi d'être exclusivement mandataire parce que c'est aujourd'hui la solution qui permet de garantir cette stabilité entre l'intervenant et l'auxiliaire de vie. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Je rappelle Merci que beaucoup. vous êtes encore présent. Oui, on est encore. Donc on est juste après l'entrée. Et si vous voulez qu'on rediscute un peu après de pourquoi l'APA est diminuée, je peux vous donner la réponse que m'avait donnée le département de la Loire quand j'ai ouvert mon agence. Voilà. C'est vraiment des décisions politiques.